Donc faisons la démonstration d'un théorème qui s'appelle le théorème de la limite monotone en français. Donc je vais le faire là. C'est bien parce que comme ça je pourrais couper ce morceau au montage et le mettre dans la vidéo d'après. Donc théorème de la limite monotone, est-ce que vous savez ce qu'il veut dire ce théorème? Ou est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça peut être? Sachant que ça va utiliser spécifiquement ça. Ce que ça va nous dire, c'est que... Oui, peut-être quelqu'un avait une... C'est Ouais. Et elle a une limite, donc elle converge. Alors une limite c'est pas si exact, parce que si elle a une limite, évidemment qu'elle converge. Il y a un majorant. Alors elle converge. C'est un majorant en bon supérieur aussi, non? Non. Il n'y a pas de la continuité. Justement. N'implique pas la continuité. Alors ça c'est plus avancé encore, donc plus tard, ne saute pas les étapes, on n'en est pas encore là. Donc vous y êtes presque tous les deux. Le théorème de la limite monotone vous dit que dans l'exemple des suites croissantes, si une suite est croissante et majorée, alors elle va converger vers sa borne supérieure. D'accord? Et elle vous dit que si elle n'est pas majorée, alors elle va diverger vers plus l'infini. Voilà, c'est ça c'est la version complète du théorème de la limite monotone pour les suites croissantes. Évidemment, vous avez la même chose pour les suites décroissantes, qui est que si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge vers sa borne inférieure, et si elle n'est pas minorée, alors elle diverge vers l'infini. C'est ce qu'on va essayer de prouver là. Est-ce que vous avez une idée de comment le prouver? Donc, je vais peut-être l'écrire d'abord, le temps que vous réfléchissiez. Je vais l'écrire. On va faire la version suite croissante, sachant que c'est exactement la même chose pour décroissante. Hein, vous en doutez. Donc, soit UN, on aura N, une suite. Alors déjà, c'est vrai que je suis allé un peu vite. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une suite? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la définition de la convergence d'une suite? Qu'est-ce que c'est une suite? C'est quoi une suite? Ah, voilà, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'une suite? Une suite, ça va être une fonction particulière. Vous savez ce que c'est que les fonctions? Voilà. Une suite, ça va être une fonction particulière. On va revoir des trucs sur les fonctions plus tard aussi, mais bon, quand même, j'espère que vous savez ce que c'est qu'une fonction. Donc, vous savez ce que c'est qu'une fonction. Donc, une suite, ça va être une fonction particulière qui va être de n dans R. Donc, ça veut dire qu'elle aura un rang 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est une suite dans le sens sequences, dans le sens 1, then 2, 1, et pour chaque valeur du coup pour chaque valeur de n, donc généralement on va appeler le petit n, donc ici qui va être égal à 0, puis 1, puis tac tac jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. On va appeler ça le rang de la suite, donc au rang 0, au rang 1, au rang 2. Et à partir de ça, du coup, on va essayer d'utiliser généralement nos suites, elles auront des propriétés particulières, et notamment une des propriétés les plus intéressantes des suites, c'est leur convergence, savoir si elles ont une limite. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une limite? Je vais l'écrire peut-être là-bas. La limite d'une suite. Donc la définition de UN, quand je note UN, n appartenant à n comme ça, je dis que c'est une suite quelconque, et donc chaque terme, chaque rang est noté par U ce rang. Donc le rang 1 c'est U0, enfin le rang 1 c'est U1, le rang 3 c'est U3, le rang 1000 c'est U1000, voilà, vous avez compris. D'accord? Et donc ça veut dire quoi que UN converge vers L, une limite, donc L appartenant à R. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on pourrait l'écrire? Ah, je vois que les mecs m'ont donné un film. Ouais. Il existe L. L, il est déjà défini. Ok, ça peut exister. Il n'y a pas qu'il existe N. Ouais. N grand. Donc partout N est plus grand que N. Attends, il existe N appartenant à notre N. Oui. Antenne. Tel que pour tout N petit n, plus grand que N grand N, modulus de UN. Alors Absolu de U grand N, grand N. Non, pas Ça, petit n. moins N, inférieur à epsilon. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule dégueulasse? Voilà. On va essayer de l'exprimer de façon un peu plus comment dire, intuitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre axe comme ça, hop, peut-être désolé pour la vidéo, je ne sais pas si on me voit d'ailleurs. je vais regarder 2 secondes.
Si c'est bon, on me voit, j'ai bien cadré. Bravo. Imaginez que vous avez votre suite et que votre suite est censée converger vers une limite L. Là vous avez L, là vous avez 0, là vous avez N, et là vous avez UN. Juste ici, c'est comme une fonction, sauf que les valeurs, elles ne vont pas être prises à tous les N, mais elles vont être prises que pour 1, 2, 3, etc. Donc là vous avez 1, 2, je vais mettre 3, je vais mettre des petits points là, tac, 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 et etc. Là, vous avez compris. Et donc là, ma suite, elle va avoir des valeurs. Par exemple, elle va peut-être commencer à 0, puis elle va aller à 1, puis elle va aller là, on s'en fout, puis elle va aller là, puis elle va partir là, puis elle va revenir là, on va dire, puis elle va être là, là, puis elle va rester à partir de là sur notre limite. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette expression? Cette expression, elle veut dire que on peut choisir un epsilon aussi petit que l'on veut, alors, quand on se place dans un tube autour de cette limite, oups, je n'ai pas été très droit. Je vais refaire mon expression ici, là. Je m'appliquerai un peu plus. C'est mieux. Passablement mieux. Voilà, vous avez compris l'idée. Hop, on va passer ça. Et il était bien pourtant mon trait de N avant, il était droit. Ouais, c'est dommage. C'est pas très grave. Donc là, vous avez choisi un epsilon. Et ce que vous dites, c'est que l'écart maximum que vous allez autoriser, c'est epsilon, mais qui est aussi petit que l'on veut, tant qu'il est strictement positif. Eh bien, ce que vous dites, c'est qu'il existe un rang, donc ici c'est ici, il existe un rang, donc c'est pas du tout aligné sur un trait, mais c'est censé, on va tricher, évidemment, bon. Voilà. Il existe un rang, du coup ici ce sera mon rang grand L, à partir duquel toutes les occurrences de ma suite qui vont arriver après, tous les rangs suivants, vont être dans ce tube-là. Ok? Est-ce que ça fait un peu plus de sens comme ça? Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre un epsilon aussi petit que l'on veut, il existera un rang à partir duquel, pour tous les rangs supérieurs à ce rang, l'écart entre ma suite et la limite sera plus petit que epsilon. Ok? Donc ça, c'est la convergence du coup d'une suite. Ça vous va? Et à partir de ça, du coup, on va essayer de prouver là que si UN est une suite, au secours, si UN est une suite croissante, alors, 2 points. Si L est majorée, ça va être une étoile. Si elle est majorée, virgule, elle converge vers L est égal à sup DUN pour n appartenant à n, ce qui veut dire que si elle est majorée par un majorant quelconque, hein, elle va converger vers précisément sa bande supérieure. Si elle ne l'est pas, elle diverge vers plus l'infini. J'ai perdu l'habitude d'écrire pour des gens, d'habitude j'écris pour moi et du coup j'écris mal, mais là j'essaie de m'appliquer un peu. J'espère que c'est visible. Bon, donc ça c'est ce qu'on veut prouver. Donc ça c'est notre théorème. On veut que si UN est une suite croissante, alors si elle est majorée, elle converge vers sa bande supérieure. Si elle ne l'est pas, elle diverge vers plus l'infini. Ok? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Alors déjà, il y a une chose que vous venez voir à grands chevaux. Le fait qu'il y ait ça et ça, on va devoir faire une disjonction de cas, déjà. Il y aura une disjonction de cas selon le fait que si elle est majorée ou si elle ne l'est pas. Donc ça c'est évident, jusqu'ici ça va bien. Et ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Vous avez tout ce qu'il faut pour normalement. Tu veux définir qu'est-ce que c'est ensuite croissante? Alors oui, déjà, on pourrait définir ce que c'est qu'une suite croissante, c'est pas mal. Donc je vais effacer ça, hop. Je vais mettre nos trucs utiles sur les bords comme ça. Donc une suite croissante, c'est quoi?
UN appartenant à est croissante, c'est équivalent à dire quoi? Existe N1, N2, tel que N est plus grand que N2, et le numéro c'est le naturel. Vas-y. Il existe N1, je t'écoute et après on va corriger éventuellement. Ok. Ouais. Tel que N1 plus grand que N2. Et que UN Pardon, j'avais anticipé là-dessus. N1 est plus grand que UN. pour tout, je pense. C'est mieux, ouais. Mais pas vraiment. Oui, c'est bien, voilà. Ok. On va peut-être même rajouter quelque chose ici. J'ai écrit à partir d'un certain rang, parce qu'elle n'a pas besoin d'être croissante tout du long, elle a besoin d'être croissante qu'à partir d'un moment. D'ailleurs, ça va être quelque chose qui va très souvent être le cas dans les suites. Généralement, on n'a pas besoin que les propriétés se vérifient partout, juste qu'en coupant un morceau, ça se vérifie après. C'est généralement ce qui nous intéresse, vu qu'on s'intéresse à l'infini, généralement, tout ce qui est avant, on s'en fout un peu. Donc là, c'est pareil, c'est si à partir d'un certain rang, elle est croissante. Donc là, UN est croissante, ça va être que ça, ok? Est-ce qu'on ne peut pas l'écrire autrement? Peut-être que tout n, UN plus 100 est majeur que UN. Exactement. Enfin, pour tout n appartenant à n, enfin, c'est l'idée. UN plus 100 est majeur que UN. UN plus 1 est plus grand que UN. Petite digression qui va peut-être vous faire vous en rappeler plus facilement de cette définition-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout n appartenant à n, virgule, UN plus 1 moins UN sur n plus 1 moins n est plus grand que 0. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Alors oui, vous pouvez me le dire, mais il faut le faire maintenant. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient cette écriture? C'est la pente, ça. C'est là. La pente. Je sais pas comment dire. C'est pas presque le. La dérivée. Exactement. Ça vient de La pente. la pente. La pinte, c'est une pinte de bière, c'est autre chose. Alors c'est peut-être qu'on va connaître ce soir, mais ça n'a rien à voir. Donc ici, c'est exactement ça, c'est la pente. C'est ce qu'on appelle en français le taux d'accroissement, de façon plus jolie. Donc c'est le taux d'accroissement qui va nous servir à définir les dérivés pour les fonctions. Et du coup, pour les suites, évidemment, le maximum qu'on puisse faire en termes de delta t, enfin de delta x petit, c'est 1. Parce que c'est n plus 1 moins 1n. Du coup, c'est 1. Et du coup, en fait, la croissance, c'est exactement la même chose que pour les fonctions. Je vous rappelle qu'une suite, c'est une fonction. C'est juste que là, on ne peut pas se permettre de réduire l'écart entre plus que 1 parce qu'on n'a pas de terme, tout simplement. Et donc, c'est exactement la même définition de la croissance que pour les fonctions. Donc, si ça, c'est la dérivée, entre guillemets, si ça nous fait à peu près notre dérivée de suite, entre guillemets. Et donc, la dérivée d'une suite, c'est UN plus 1 moins UN. Parce qu'évidemment, ça vaut. Ok? Si vous voulez vous en souvenir comme ça, c'est une façon de plus. Bon, maintenant, on a défini ce que c'était qu'une suite croissante. Donc, une suite croissante à partir d'un certain rang, c'est quoi? C'est tout simplement, si je veux dire, à partir d'un certain rang. Alors, oui, vas-y, c'est juste qu'à partir d'un certain rang, je voulais vous signaler, on l'a déjà vu ici en fait. On avait dit qu'à partir d'un certain rang, il fallait que ce soit dans ce tube, donc que ce soit entre n plus epsilon et n moins epsilon. Voilà. Donc là, à partir d'un certain rang, on l'a déjà écrit ici, là-dedans, quelque part. Après, à vous de voir où est-ce qu'on va l'utiliser et où est-ce qu'on va le mettre. Donc ouais, vas-y, je t'avais commencé un petit peu. T'es pas sûr, c'est ça? C'est pas grave, on va essayer toujours, on va corriger.
pour dire que c'est à partir d'un certain rang. Pour n, partout n petit n. Ouais. Naturel plus grand que Existe. En fait, il n'y a pas de calcul pour tout. Mais c'est pas grave. Si n est plus grand que ou égal à grand n, il dit que Je t'aide un peu. Hein. Voilà. Et là, il manque quelque chose. J'ai pas laissé un espace pour rien. Alors ça, non. Pas la peine, parce que sinon, ça serait la définition d'être monotone, peut-être. Mais c'est tout. Ça, c'est pas défini. Hein. il existe. Ah oui. Tel que. C'est un peu moche, mais c'est pas grave. Donc il existe un n, un grand n, donc un grand à partir duquel la propriété sera vérifiée pour tous les éléments qui dépassent le rond. Ok? Donc la propriété de la croissance. Vous m'avez suivi là? Dites-moi si je vous perds, si vous avez des questions, si vous voulez que je répète, n'hésitez pas. De toute façon, on a le temps en plus, donc là, c'est même pas qu'on perdrait du temps sur le cours, vu que je vous rappelle qu'on est en train de digresser sur le cours d'après. Donc ça va. On a le temps. Ouais? J'ai pas bien suivi la dernière ligne. Celle-là là? Oui, ça On veut pouvoir dire que une suite est croissante à partir d'un certain rang. Donc pas à partir de 0, pas pour tous les rangs, pas pour n égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais que à partir d'un moment, au bout d'un moment, donc c'est comme là, tu vois, au bout d'un moment, eh bien notre suite sera croissante. On veut pouvoir dire ça. Comment est-ce qu'on va dire ça? On va dire qu'il existe un rang, n, donc appartenant à la somme des entiers naturels, tel que pour tout n qui est plus grand que ce n, alors un plus 1 moins un est positif. C'est-à-dire qu'elle est croissante à partir d'un certain rang, qui sera du coup grand n. À partir d'un certain Rang, R-A-N-G. et ça veut dire Rang, c'est le rang ici, c'est là par exemple. Là, c'est le rang 0, rang 1, rang 2, c'est le rang de la suite. position. Hein? La position aussi. Ce sera la position 1, c'est pour n égale 0, pour n égale 1. Le rang 3, c'est U3. Oui, donc tu es en train de dire croissant d'un certain Pardon? Tu es en train de dire que c'est croissant d'un certain point. C'est ça, que c'est croissant à partir d'un certain point. Oui. Donc d'un certain rang. C'est juste que. Donc, on fiche en début si il n'est pas croissant. Exactement. Ce que ce théorème veut dire ici, ce qu'on a écrit là, c'est qu'on s'en fiche si au début, si votre suite au début elle fait ça, on s'en fiche. Tant qu'à partir d'un moment elle fait ça, ça marche. Parce que ce qui nous intéresse, ça va être vers l'infini, de toute façon. Donc en fait, ce qu'il y a avant, on s'en fiche. Parce que pourquoi est-ce que c'est vrai en fait en général? Parce que là, on s'intéresse à la convergence, et comme on l'a vu, dans la définition de la convergence, il existe à partir d'un certain rang. Donc de toute façon, dans notre truc final, on va pouvoir enlever ce qu'il y a avant. Donc évidemment, on peut le mettre dès le début. Voilà. Ok, bon, on n'a toujours pas commencé du coup notre théorème. On a commencé à avoir des éléments à droite à gauche. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait prouver ça? Absurde. Très bien, par l'absurde. Du coup, comment est-ce qu'on commence hein? Est-ce que je peux effacer tout ça? Oui. Pour avoir un peu de place. Comme ça vous donne le temps de réfléchir à ce qu'on va dire après. L'absurde, c'est une très bonne chose. Pensez par l'absurde. Le problème, c'est qu'ils auront besoin de la définition des suprêmes et des. C'est quoi? Des suprêmes et... des suprêmes. La définition mathématique, ça aidera beaucoup même. Donc, C'est vrai. Bah tiens, vous allez peut-être pouvoir me la donner du coup. Ça va résoudre l'exercice. Bon, on verra tout à l'heure quand on en aura besoin. On verra tout à l'heure, on fera un autre truc sur le côté où on définira les suprêmum et infimum, donc les bandes supérieures et bandes inférieures, de façon mathématique. Donc on verra tout à l'heure. Ça vous va? Bon. Par où on commence? C'est souvent ça qui est difficile en mathématiques, et surtout quand on veut faire du raisonnement, c'est par où on commence. Donc là, on a une piste. On se dit, par l'absurde, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment est-ce qu'on raisonne par l'absurde? C'est prouvé montrer qu'il y a un sucre plus grand que le sucre. non, parce que C'est c'est la pas les croissance. contraintes, c'est pas les contraintes. Dire qu'il y a
Non, non, pour non, c'est pour se demander bien. Ah Ce oui, que ça, nous voulons faire. Enfin. Donc là, il y a quelqu'un qui a vu un peu la fin du raisonnement. Maintenant, ce serait cool de voir le début pour pouvoir commencer. Parce que malheureusement, tu ne peux pas commencer ta copie par la fin, normalement. C'est à la croissance, donc nous devons écrire qu'à la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup Déjà, la première chose à faire quand vous voulez faire un théorème, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, c'est de le réécrire de façon plus propre, mathématiquement, avec des A et des B. Comme ça, on voit à peu près ce qu'on fait dans le raisonnement. Je suis d'accord que c'est ça qu'on veut arriver, etc. je sais bien, mais je fais les choses étape par étape. Ok. Voilà. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut identifier comme assertion? La première chose. Comme quoi Comme assertion. Assertion. Ah, c'est le tout début du cours 1 quand même. Ah, ok. C'est les A, les B, les P, les Q. Ah, ok. Ils combattent depuis le début quand même. Donc, hein? C'est que ça tourne de suite croissante. Vous avez une petite ça. Ah, ok. Exactement. Donc ça va être notre A. Notre B, ici. A, ça va être que notre suite est croissante à partir d'un certain rang. C'est comme ça. C'est ça. Ensuite, il y a quoi d'autre comme assertion ici? C'est Elle est majoritaire. Donc, si elle est majorée, c'est quelque chose. Et là, elle converge machin truc, c'est quelque chose d'autre. On va même les appeler B1 et B2, parce que c'est dans le même, ça va être dans la même disjonction de cas. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'il nous reste, du coup? C'est C1 et C2. Exactement. Ça va tout le monde? Donc C1, et ici, C2. Ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Il nous dit que A implique. Ce théorème est une implication. Donc A implique. Ne répondez pas au hasard, essayez de réfléchir. C'est pas si simple que juste B. Donc ouais. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Quelqu'un peut peut-être venir l'écrire hein, si jamais. Essayez de l'écrire sur votre papier. Non, mais attends. Justement, mais je vous vois me regarder là. Prenez un papier et un stylo là et essayez de l'écrire. Ça vous entraînera. C'est pour vous, hein, encore une fois. C'est pas pour moi. Moi je sais écrire. B1 implique B2 et C'est ça. et C1 Pas. implique C2. Pas et. Presque. Comment? Mais- Qu'est-ce qu'il a dit? Bah tu vas voir. Oh, prenez le temps d'écrire. Je sais pas combien de temps il nous reste, Alexis? Il nous reste 15 minutes. 15 minutes? Ouais. En 15 minutes, on va bien finir ce pauvre théorème. Donc là, je vous laisse 2-3 minutes pour essayer de faire ça. Donc de m'écrire, qu'est-ce que nous dit ce théorème? Ça tourne toujours. Finalement, c'est cool que ce cours ait été, que ça ait été court, comme ça qu'on puisse faire ça avant les cours d'après, qui seront bien plus denses. Je n'aurai pas le temps de refaire tout ça, donc c'est bien que vous l'ayez fait une fois posément, comme ça après on pourra aller plus vite. C'est bien. C'est presque fait exprès. C'est que non, mais ça tombe bien. Hein? Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? J'ai une proposition, mais je suis pas sûr. Allez, viens. Je me sens seul à ce tableau tout seul là depuis une heure et quelques. J'ai besoin d'un peu de compagnie. Tu veux des couleurs, tu veux peut-être Ah non, ça va. Je mets là-dessus. On a A, donc on a B1, B2, ou C1 et C2. La même chose. Ok. Oui. Je sais pas. Quelqu'un d'autre? J'ai fait la même chose. Oui. J'ai fait la même chose. Quelqu'un a une autre proposition? Vas-y. J'ai fait la même chose.
Efface pas, écris-le en dessous. Écris-le en dessous. Remplacer ça par des. Implication. Exactement. Et j'ai une autre proposition. Vas-y. C'est la même chose qu'il a écrit, mais c'est pour dire. Écris en dessous. Écris-le en entier en dessous. Ah oui. C'est pour dire qu'ils vont dire que B1, c'est égal à C1. Donc c'est la même chose que ça, mais avec une notation. Je ne sais. Et, vous avez écrit, c'est pas C1. Oh, tout le même, c'est peut-être l'inverse. Et C'est ça. B2. Ce que votre camarade a remarqué, c'est que C1 c'est égal à non B1 et que C2 c'est égal à non B2. Et donc évidemment, en fait, on aurait pu simplifier la vie et écrire beaucoup moins d'assertions différentes parce que, à chaque fois, en fait, on a. Il faut mettre B2, non C2. C'est non, c'est je crois. Attends. C'est un. Non, Non, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est là. J'ai renforcé ça avec ça. Donc, c'est la même chose, mais c'est seulement avec le rapprochement. C'est ça. Donc en fait, non, pardon, excuse-moi. C2 c'est pas non B2. C'est pas exactement les opposés parce que si elles ne convergent pas vers sa limite, elles pourraient converger vers n'importe quoi d'autre. Ce qui n'est pas, du coup, elles divergent vers plus l'infini. Donc ça et ça sont pas opposés, mais par contre celles-là le sont. Et c'est ce qu'il a utilisé pour du coup enlever la notation C1 qui sert à rien du tout. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est la même chose. Donc la vraie réponse c'était quoi? C'était que A implique. Attends, je vais la réécrire du coup en dessous. Je vais la réécrire en dessous avec les couleurs. A implique. Donc ça c'est notre disjonction de cas. Donc c'est première ligne, deuxième ligne. Dans notre première ligne, on a que B1 implique B2. Et dans la deuxième, on a que C1 implique C2. Ce que votre camarade a dit, c'est que ça, on peut aussi l'écrire non B1. Ça vous va? C'est ça. Donc j'ai pas pris du noir pour derrière, mais... Bon, du coup, ça c'est notre théorème. Nous, ce qu'on veut, c'est prouver ça par l'absurde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer... Donc ça c'est fait, hein. Tout ça là, c'est fait. C'est la propriété qu'on veut prouver. C'est notre théorème. Nous, on veut prouver que ça c'est vrai. Si on veut prouver que c'est vrai par l'absurde, comment qu'est-ce qu'on fait? Ça fait l'inverse. L'opposé, du coup. L'opposé. Donc on suppose. On suppose que c'est. Suppose non P. Non, Non P. Et non P, c'est quoi? Et c'est là que vous voyez éventuellement l'intérêt du TD dernier. Ça peut être l'expression avec mon nom. Alors oui, mais moi je demande de la simplifier du coup. Ah oui, évidemment. Donc c'est... Eh ben non, ça commence très mal. Alors, on va reprendre étape par étape. Donc, ici on va appeler ça... Ici on va appeler ça Q. Donc ça veut dire quoi? C'est non Q. C'est non... Q. C'est non A implique Q. Oui. Et ça. Déjà c'est quoi ça? Non A implique Q. C'est non Q implique non A. Non. Ça c'est la réciproque. Ça montre que tu n'as pas assez travaillé le TD d'avant. Non. Exactement. Ah, et non. Si vous voulez vous en souvenir, mémorisez bien la table de vérité de l'implication. Je vous rappelle que tout part de ce truc. Cette table de vérité, c'est 4 lignes avec 3 colonnes. C'est pas non plus le plus gros truc du monde, sachant qu'elles sont logiques en plus. Mais si vous la connaissez, vous pouvez le retrouver ça. Parce que la seule ligne où l'implication est fausse, c'est quand vous avez A et non Q. exactement. Donc ici, c'est quand vous avez A et non Q. Bon, maintenant non Q c'est quoi? Non. B1, non B2, and non B2. Alors on va peut-être séparer d'abord. On a un premier morceau ici et un deuxième morceau ici. Donc c'est quoi la négation d'un et? De A et de... c'est quoi la négation de... On va appeler ça... On commence à manquer de lettres. On va appeler ça D... Ici D
et ça E. Donc non Q c'est égal à non D ou non D ou E, c'était ça, oui, excuse-moi, donc c'est non D ou E. Et donc ça c'est quoi? Vous pouvez appliquer des mots. Hein? Ne D, I, ne E. Exactement. C'est-à-dire que les deux sont faux en même temps. Donc ça veut dire non D et non E. Oui. Ok? Bon, maintenant c'est quoi D, non D et non E? Donc non D c'est égal à non B1 implique B2 qui est égal à B1 et non B2. Oui. Ok? Et pour non E, ça ne va pas être très différent, ce sera tout simplement non C1 implique C2 qui est C1 et non C2. Ça va? Vous voyez qu'il a de l'intérêt quand même le TD d'avant. On dirait pas comme ça, mais on fait des trucs qui ont du sens. Bon, et du coup, non P, c'est égal à quoi? A, Ouais. et Et B1 et tout ça. ouais, c'est ça. Donc A et, on va remplacer ça par ça et ça par ça. Du coup, ça fait A et, on va écrire. Donc non D, c'est B1 et et non B2. et de nouveau Excusez-moi, oui, et C1 et non C1 et non C2. Ok. Maintenant, on va retraduire ça avec ça. Qu'est-ce qu'on a supposé quand on a fait ça? On a supposé que on avait soit UN, une suite croissante à partir d'un certain rang. On veut prouver quoi? Que elle est majorée et qu'elle ne converge pas vers sa limite supérieure. Et en même temps que si elle ne l'est pas, donc qu'elle ne l'est pas, et elle diverge vers plus l'infini. D'ailleurs, il y a peut-être une erreur. Excusez-moi, il y a peut-être une erreur, parce que là, ça serait égal, du coup, à prouver. Tac, tac, tac. J'ai peut-être fait une petite erreur quelque part. Parce que pour moi, normalement, on devrait arriver à ça. Moi, on devrait arriver à ça. C'est pour ça qu'on devrait faire une disjonction K. Donc, c'est un peu bizarre. Excusez-moi. Non, c'est bon, c'était bon. Donc, à partir du moment où l'un est faux, tout le théorème est faux. Oui, c'est ça. Ok. Hop. Mais attends, c'est bizarre. Alexis, Oui. le et il est associatif dans la logique? Oui. C'est chelou, parce que du coup, si tu supposes... Sur quoi? Sur E? Sur E, ouais. Non. Ah, voilà, d'accord. Sur E, il n'est pas associatif, c'est ça. Parce que, en fait, si on considérait que le E était associatif, ce qu'on aurait pu faire, c'est juste écrire qu'on développait ça, et on écrivait B1 et C1. Et ça, c'est faux, toujours. Parce que B1 est égal à non C1. Mais c'est ce que dit Alexis, c'est qu'on ne peut pas développer, du coup, un E sur des E. Voilà. Parce qu'il faut d'abord que les deux soient vérifiés avant de faire l'autre opération. Donc il faut d'abord qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans et après on regardera ça. C'est pour ça que j'ai bugué parce que je me suis dit, bah, il suffit de simplifier ça avec ça, hop c'est faux, bam, fin d'histoire. Mais non, évidemment. Du coup il faut qu'on regarde d'abord ça, puis ça. Ok? Donc là on va d'abord regarder ça. Donc on va commencer comment notre théorème, supposons A. Mais même si on regarde un cas séparé, s'il y a un élément qui est faux dans une association de faits, l'association sera toujours faux. C'est vrai, mais là c'est pas le cas. Justement, c'est ce que je dis. C'est B1 et non B1. C'est B2 là. Non, la relation entre B1 et C1. Oui, mais justement là tu peux pas développer ça. Non, mais c'est mieux si on ne le développe pas. Et on va... On va toujours arriver à des éléments qui est faux. Ici? Ah oui, Non. suppose si B1 Ou c'est vrai. point faux, C'est soit bien, un faux, après. soit l'autre faux. Parce que si B1 pourrait être faux. Mais c'est B2 là. Non, mais l'autre Non, mais c'est un... c'est vrai. Donc, toujours va avoir un cas où c'est faux. Si B1 c'est non C1. Donc,
Bah non, Soit c'est la ce que première, je dis. soit la deuxième succession sera faux. Faut pas enlever les parenthèses. Non, mais même avec Ouais, les mais même parenthèses, sans c'est une parenthèses. association. Par exemple, suppose que B1 est Ah oui, d'accord, ouais. Donc si un sera faux, donc toute l'association sera faux. Oui. Tac, je réfléchis. Oui, vous avez sûrement raison. Mais c'est pour ça que pour moi c'était censé être un ou, et pas un et. Ce qui est bizarre. Attendez, je refais un peu le raisonnement tout à l'heure. Tac, tac, donc là c'était un ou. Ah non, c'est un et ici, c'était pas un ou. C'est pour ça. Ce qu'on avait ici, c'était que on avait un et en fait. C'est que cette implication et cette implication sont vraies. C'est pour ça. Donc là il y a un et. Donc Et ici, donc ici pardon c'était bon, c'est quand on a Q, donc non Q ici c'est un et donc non, quand vous avez non D et E, ça veut dire que vous avez non D ou non E. C'est ça? Oui c'est ça. Donc là c'est un OU, et donc là c'est un OU, et donc là tout va bien. Voilà, c'est mieux. Ça marche plus comme ça. Super. On va même séparer comme ça. Bon, c'est mieux. Voilà. Il y avait bien un problème, donc c'est mieux comme ça. Ok. Qu'est-ce que je peux effacer? À droite là, enfin à gauche là, on s'en fout. Je pense. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons, soit, donc là c'était un peu du brouillon, hein, tout ça, c'est juste pour savoir où on allait. Maintenant on va commencer notre théorème. Soit UN, N appartenant à N. Désolé, je n'ai pas compris pourquoi un et dans les P. Ici, Eh oui. parce qu'on a dit que ça et ça sont vrais, les deux sont vrais. Si elle est majorée, elle converge vers sa limite transfert, et si elle ne l'est pas, elle diverge vers plus l'infini. Le théorème doit suffire les deux conditions. Oui, mais elle n'essaierait jamais dans les deux cas. Non, Non, mais les deux sont vrais. Oui. Ce sont des implications, et les deux sont vrais. Et il te dit que ça c'est vrai, et ça c'est vrai. D'accord. Voilà, donc ça c'est vrai, et ça c'est vrai. Dès que tu as A, ça c'est vrai, et ça c'est vrai. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait un problème, et du coup là il y a bien un OU, et donc on va même pouvoir faire une disjonction de cas, se placer là et là, enfin regarder ce truc-là et ce truc-là, et si les deux sont faux, ce sera faux, et s'il n'y en a qu'un des deux qui est faux à chaque fois, ça sera toujours vrai. Donc là ce qu'on va vouloir prouver c'est que les deux sont faux. Voilà. Ce qui est un peu plus long, mais on verra. Donc soit une suite croissante, Hop là. Appartient à un certain nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? On se souvient? On a écrit à gauche. Donc on peut le réécrire. Donc on sait que. Alors? Virgule? Non. Appartient à un certain rang. Donc. Tu commences par quoi là? Il. C'est ce qu'on a écrit là, là. Donc il existe un rang. Quand vous écrivez des maths, essayez de les penser en français, ou en la langue que vous voulez, mais essayez de le penser autrement que mathématiquement. Ça vous permettra de mieux regarder ce que vous faites, en général, et de mieux comprendre ce que vous faites. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en français, c'est sûr, mais si vous voulez apprendre le français, c'est mieux. Mais voilà, donc essayez de le penser du coup dans votre tête. Donc il existe un rang à partir duquel tous les éléments qui seront supérieurs à ce rang, donc pour cet n appartenant à n, n supérieur ou égal à n implique alors un plus 1 moins un sera positif. Ok? Donc ça, c'est notre supposition. C'est ce qu'on a supposé vrai. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver que ça c'est faux et ça c'est faux. Donc, comment est-ce qu'on prouve que ça c'est faux? Bah, c'est un et, hein, donc il faut montrer qu'au moins l'un des deux est faux. C'est tout. Donc là, 1.
nous savons qu'elle est majorée. Exactement, parce qu'on sait que B1, donc elle est majorée, et non B, est-ce que c'est vrai? On va regarder si elle converge vraiment vers sa borne supérieure, et on va voir, enfin si elle ne converge pas vraiment vers sa borne supérieure, et on va voir que bah, si elle ne converge pas vers sa borne supérieure, ça pose problème justement, parce qu'on va arriver à une contradiction, et donc non B2 sera vrai, sera faux, pardon, parce que B2 sera vrai, donc non B2 sera faux, donc ça sera faux, et on va faire la même chose de l'autre côté, et on va trouver pareil, on va supposer du coup qu'on a C1, donc si elle n'est pas, on va supposer qu'elle n'est pas majorée notre suite, et que on va voir qu'elle diverge vers plus l'infini, voilà, et donc notre théorème, on aura prouvé que les deux sont faux, comment dire, on aura prouvé que les deux sont faux, donc le ou sera faux, donc tout ça mènera à une contradiction, et donc voilà. Donc ça marche. Ok? Ça vous va? Bon, on va continuer. Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qu'on va faire? Écrire mathématiquement. Ouais, non, en français, là, enfin, du coup, on va supposer qu'on sait qu'elle est majorée. Donc, soit M, 1, majorant, 2 éléments de la suite. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n appartenant à n, c'est des n, pas des x, là, mais ouais. Un, Le petit égal. inférieur ou égal à donc n. Ok? Pardon? Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut montrer non ça. Donc on va faire quoi ici? On va raisonner par l'absurde aussi, parce que sinon ça va être compliqué de dire elle converge vers n'importe quoi d'autre. C'est difficile à écrire. Par contre, dire que non, non B, enfin non, parce que là ce qu'on veut c'est ça, hein. Donc non B2, c'est juste supposer que B2, donc ce sera beaucoup plus simple de supposer ça et d'arriver à l'absurde. Ouais, je vous ai perdu là, c'est ça? Ok. Ici, on va regarder la valeur de B2, de non B2. Mais non B2, c'est difficile à écrire. Dire qu'elle converge vers n'importe quoi d'autre que sa limite supérieure, enfin que sa borne supérieure, c'est difficile à écrire. Voilà. Donc, on va plutôt raisonner par l'absurde. Et donc, supposer non B2, enfin non B2, donc B2. Excusez-moi, c'est pas très clair, mais bon, vous mettrez pause dans la vidéo. Donc où est-ce qu'on en arrive? Là, on peut faire ça. Excusez-moi, je commence à fatiguer un peu, donc je suis un peu plus lent à la détente, mais ça vous laisse le temps de réfléchir, donc c'est pas si mal. Elle converge vers la limite supérieure, sa limite supérieure, donc oui. Supposons qu'elle ne converge pas vers sa limite supérieure, alors on va pouvoir trouver un truc qui... Oui, c'est ça. Donc là, non, en fait, même là, on va juste supposer ça. Je dis des bêtises en plus. On va même pas raisonner par l'absurde, on va juste supposer ça. Je suis con. Donc on va supposer qu'elle ne converge pas vers sa limite supérieure, justement. Pourquoi? Parce qu'on va montrer que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on va supposer qu'elle est croissante, qu'elle est majorée par un truc qui va du coup être sa borne supérieure, normalement, parce que la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Mais si elle ne converge pas vers sa borne supérieure, ça veut dire qu'elle va dépasser sa borne supérieure à un moment, ce qui est contradictoire. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire. Voilà. On va essayer de montrer cette contradiction-là, et une fois qu'on l'aura montré, ça veut dire que bah, ça c'est... Voilà. Pardon, ça c'est... Oui. Ok? Donc, soit L est égal au sup, donc à la borne supérieure, pour n appartenant à n, d un n appartenant à n, d un. Bon. Alors, si elle ne converge pas, vers L, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la négation de ça.
Elle dépasse. Hein? Elle dépasse. Oui, mais moi je demande. Elle dépasse, c'est bien mignon, mais moi je demande la négation du coup de ça. Ok? Donc, non, on va écrire non, parce que elle converge pas vers elle, ça veut dire non, elle converge vers elle, on est d'accord? Et non, elle converge vers elle, c'est ce qu'on a écrit là-bas. Donc c'est non, on va le réécrire, parce que je suis un peu loin, donc ça va être que là, c'est bon. De toute façon, je la connais, pas de soucis. Enfin, vous essayez de la réécrire dans votre tête. Bah, vas-y en fait, hein, si tu veux. Vingtaine appartenant à n. Tel que, par contre, pour tout n, à partir d'un certain rang. Oui, donc la valeur absolue de un moins l soit inférieure ou égale à epsilon. Voilà. Donc moi je veux non ça. Encore une fois, intérêt du TD1, écrire non ça, comment est-ce qu'on fait? Séparé. On va séparer, exactement, parce que sinon on risque de faire des bêtises. Je vois qu'il y en a qui étaient là et qui ont retenu la leçon, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler tout ça B par exemple, on s'en fout, B, et on va dire que non pour tout epsilon strictement positif B, c'est égal à epsilon strictement positif, tel que non B. Ok, maintenant non B c'est quoi? On va séparer encore. Bon après vous ferez dans votre tête hein, tout ça. Mais, là ça c'est votre brouillon, vous entraînez, c'est pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc ça on va l'appeler C. Donc non B c'est quoi? Non B c'est non, il existe n appartenant à n tel que C. Ça sera, c'est dans le C ça. Ah ok, ok. C'est dans le C. Ok? Donc c'est quoi le nom ça? Appartenant à n, virgule, non C. Et non C c'est quoi? Non C c'est, je vais écrire, non C c'est non pour tout n plus grand que n, virgule, un moins l est inférieur ou égal à epsilon. Ça, qu'est-ce que c'est? Et donc, il existe epsilon. Je l'écris juste lui avant, là, moi je vous demande non ça. Hein. N, plus grand que le valeur absolue, non. Fait que non ça, donc. Le valeur absolue est extrêmement plus grand que. Ok. Bon, on a réussi à écrire une négation, bravo. Sans faire d'erreur. Bon, maintenant on va arriver à un endroit adorable que vous aimez tous. On va devoir séparer nos modules. Vous vous souvenez avec quelle facilité on a fait ça au dernier TD? Oui. Donc ça ne posera absolument aucun problème, j'en ai la certitude. Je vais effacer ça et je vais continuer là, je vais laisser pleurer moi. Hop. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on a prouvé du coup qu'il existait, enfin on a supposé donc qu'il existait un epsilon strictement positif tel que pour tout n, pour tout rang quelconque, à partir de ce rang, donc en fait, ça, est-ce qu'on ne peut pas le simplifier? Là, ce qu'on a prouvé, c'est que pour tout n appartenant à n, il existe un n plus grand que n. Donc en particulier, si on prend n grand n égale 0, bah, ça veut dire que pour tout n plus grand que n, pour tout n plus grand que 0, c'est vrai. Donc en fait, ça là, tout ça, ça veut juste dire pour tout n appartenant à n. C'est ça. Ok? Donc là, ce qu'on a, c'est que, je vais le réécrire là, il existe epsilon strictement positif tel que pour tout n appartenant à n, virgule, un moins l soit strictement plus grand que epsilon. Ok? Bon, vous savez ce qu'on va devoir faire, vous l'attendez tous, on va devoir séparer cette chose. Pourquoi est-ce qu'on va devoir séparer cette chose-là?
Parce qu'on va vouloir trouver que Oui. un autre majorant. C'est ça qu'on va vouloir trouver. En fait, on va vouloir trouver un majorant. On va vouloir trouver un majorant qui est mon indice est mis en veille, apparemment. On va vouloir mettre un majorant qui va contredire le fait qu'il va être un majorant qui sera plus grand que L. On veut trouver un majorant qui est de UN qui est plus grand que L. Pourquoi? Parce que ça va contredire le fait que L soit la borne supérieure. Parce que s'il y a un majorant si un majorant de UN qui est plus petit, pardon, pas plus grand, plus petit que L, alors L n'est pas la borne supérieure, la borne supérieure. Et donc ça contredit ce qu'on a supposé. Et donc on arrive à une contradiction. Ok? Bon, on va continuer. Hein. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que. Ouvrir le. On va l'ouvrir en deux, oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir les deux parties, on n'a qu'une qui nous intéresse. Donc, on va faire un dessin, parce que c'est mieux. Donc le dessin il est là en fait, donc c'est bien. Le dessin il est là, donc on a que tous nos éléments de notre suite à partir d'un certain rang sont compris entre. Il existe un epsilon tel que tous nos éléments soient compris entre epsilon plus epsilon et moins epsilon. Donc ça serait le cas si c'était inférieur ou égal, mais là c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'il existe un epsilon tel que tous les éléments de notre suite sont en dehors de ce truc-là. Sachant que notre suite est croissante, on sait qu'ils ne vont jamais être là, ils vont être que en dessous. Et donc le majorant qu'on va pouvoir trouver, ça va être L moins epsilon. L moins epsilon, du coup, par définition de ça, ce sera un majorant. Regardez, je vais l'écrire. Donc, il existe epsilon strictement positif, tel que, pour tout, donc là, c'est pas une équivalence, c'est une implication. Parce que, attention, c'est une valeur absolue qu'on éclate, il y en a deux normalement de trucs. Là, il n'y en a qu'une qui nous intéresse, donc l'autre, on va l'ignorer sagement. Et là, ce qu'on va prendre, c'est juste celle du bas, donc avec la L moins epsilon. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à n, virgule, un est plus petit, est strictement plus petit que. D'ailleurs, quand je dis implique, c'est ça et un est croissante. Parce que sinon, il pourrait y en avoir aussi qui sont plus grands, qui sont plus grands que L plus epsilon. Donc là, vu qu'ils sont croissants, et on va supposer qu'ils sont en dessous du coup de L, parce que sinon, ça contredirait le fait que L soit de base la bande supérieure de UN. Vu que N est la bande supérieure de UN, alors c'est un majorant de UN, donc L est plus grand de base, et donc tous les éléments sont censés être plus petits que UN. Et là, on peut trouver qu'ils sont même plus petits que L moins epsilon, ce qui contredit le fait que L soit la bande supérieure. Si c'est allé beaucoup trop vite pour vous, je peux le répéter, vous pouvez me le dire. Vous avez compris ou pas? Non? Ok. Alors, on a supposé que, je reprends, voilà, on a supposé que L, c'est la borne supérieure de UN. Ça veut dire que tous les éléments sont en dessous, parce que si L est la borne supérieure, vu que c'est le plus petit des majorants, c'est un majorant. Et donc elle majore UN, donc elle est plus grande que tous les éléments de UN. Ok, donc ça c'est bon. Donc tous les éléments de UN sont en dessous de ça. Et là, ce qu'on dit, c'est que on peut trouver un epsilon tel que L moins epsilon soit aussi un majorant de UN. Mais ça contredit le fait que L soit le plus petit des majorants. Et donc c'est faux. Et donc on arrive à une contradiction, et donc c'est comme ça qu'on prouve cette partie-là, en tout cas, de ce théorème. Ok? L'autre partie, je vous laisserai la faire, c'est moins dur même en fait. C'est juste moins, cette partie avec C1 et C2 là, c'est moins dur en fait. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez la faire, et essayer de refaire un peu tout ça là. Ce qui n'est pas si facile que ça, mais vous pouvez y arriver, j'en suis sûr, avec un peu de concentration et un dimanche. Et donc voilà. Donc que UN soit strictement inférieur à L moins epsilon. Donc, ici, ce que j'ai, c'est donc L moins epsilon est un majorant de UN. Quand on met des parenthèses, c'est qu'on ne parle pas du terme UN, mais c'est de la suite entière. Vous avez compris un peu la différence avec parenthèse et sans parenthèse? Oui. Donc, si j'écris ça, si j'écris UN tout court, ça peut être égal à 9, par exemple, ça peut être égal, c'est un nombre, voilà. Mais si j'écris UN comme ça, c'est toute une suite. C'est ça, c'est toute la suite de tous les termes UN. Donc ici, c'est de N pour toute N appartenant à N. Ok? Donc est un majorant de UN
Or, L moins epsilon est inférieur strictement à L, parce que epsilon est strictement positif, qui est égal à la bande sup des UN en appartenant à N, ce qui est contradictoire. Ok? Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prouvé ce morceau-là par l'absurde. Voilà. Donc, ce qu'on a prouvé, c'est que si A, alors B implique B2. D'accord? Ça vous va? Maintenant, il reste la partie ici, qui est grosso modo exactement la même chose. Vous écrivez juste la définition, et vous écrivez juste ça, et vous vous rendez compte que vous arrivez à une contradiction. Et donc, ça c'est bon. D'accord? Je vous laisse ça en entraînement, pareil que l'écriture mathématique de l'autre, qui sont... Il y a l'exercice 1, c'est l'écriture mathématique, et l'exercice 2, c'est ça, qui est un peu plus dur, certes. Mais ça vous entraînera bien à comment est-ce qu'on veut faire des preuves très proprement. Si vous faites ça, il n'y a vraiment rien qu'on peut vous dire avant. Genre, c'est très bien d'écrire ça totalement là. Ça vous permet de vraiment montrer que vous avez très très bien compris ce que vous faites et que vous en avez parfaitement conscience. Genre de chaque petite étape que vous manipulez. Et donc voilà, c'est même trop, hein, sachez-le. Hein. Après, avec un peu d'expérience et d'entraînement, vous n'allez pas écrire ça à chaque fois que vous voulez prouver quelque chose. C'est-à-dire que vous allez faire beaucoup moins d'étapes que maintenant. Mais là, le but de ce cours, c'est aussi de vous montrer que ce qu'on fait d'habitude, c'est très justifié par ça en fait, et par la logique telle qu'on l'a fait. Donc ça vous permet de vous montrer du coup que le cours d'avant n'a pas été inutile et nous a permis de définir ces choses-là proprement, et que même si on fait un peu les choses par intuition en général, et qu'on ne va pas tout voir en détail, on peut, si on veut, aller voir en détail et vérifier que chaque étape est vraie, et de voir si on ne s'est pas trompé entre un et un ou. Voilà, par exemple. Et ça, on a pu le faire tout à l'heure, par exemple. Ok? Ça nous permet de nous rendre compte de nos erreurs de raisonnement. Donc, ici, donc, A implique B1 implique B2. Voilà. Donc, autrement dit, on a prouvé que si UN est une suite croissante à partir d'un certain rang, si elle est majorée, alors elle converge vers sa borne supérieure. Ça vous va? Ce sera un théorème qui sera utilisé beaucoup pour plus tard, quand on va vouloir faire des théorèmes plus avancés sur les suites, et surtout qui va être utilisé beaucoup quand on va faire des théorèmes plus avancés sur les séries. Séries, vous savez ce que c'est ou pas? Series. C'est les suites, c'est ça. Les séries, c'est ça. Ok? Donc voilà, les séries, je suppose que vous en avez déjà vu quand même. Et donc, pour les théorèmes sur les séries, la plupart des théorèmes de base viennent de ce théorème-là, qui est vraiment un des plus importants des suites et séries numériques. Suites et séries de fonctions, on verra ça plus tard. Encore. Donc là, les 3 prochains cours qui viennent, c'est le prochain cours, on va faire suites et séries, toutes les suites et séries. Le cours d'après, on va faire fonctions, donc un peu toutes les bases sur les fonctions, etc. Pour ensuite enchaîner sur suites et séries de fonctions. Donc tout ce qui est bijection, injection, etc., ce qu'on va voir dans fonctions, et tout ce qui est théorème un peu plus avancé, du coup, sur suite et séries de fonctions, qui sont des choses que vous allez utiliser normalement à Centrale en première année, seront revus, du coup, voilà. Donc les 3 prochains cours vont être très intenses, beaucoup plus que celui-là et celui d'avant, qui ont été plutôt tranquilles encore, même si c'est des choses nouvelles. Là, on va arriver dans des choses qui sont moins nouvelles pour vous, mais qu'on va prouver différemment. Et donc, plus précisément, entre guillemets, avec plus de raisonnement que de calcul. Ok? Ça vous va? Merci à tous, en tout cas, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. Et sinon, ça nous va? À ce soir? Le prochain cours, c'est petites informations importantes. Le prochain cours, du coup, malheureusement, c'est demain à 10h30, de 10h30 à midi. Ça va être le TD, du coup, sur, pas ça, mais sur justement les relations binaires et la théorie des ensembles. Donc manipuler un peu les ensembles et manipuler un peu les relations binaires. C'est un peu fait exprès que ce TD-là soit à cet endroit-là, dans le sens où c'est un des TD les moins importants, je pense, de ce qu'on va faire. Donc, si malheureusement vous n'êtes pas là, c'est pas grave, mais si vous voulez vous entraîner, et surtout si vous voulez vous entraîner sur les autres TD, ou alors refaire ça, ou voilà, si vous avez des questions plus précises et que vous voulez travailler d'autres choses, n'hésitez pas à venir demain pour ça, je serai là pour ça. Mais grosso modo, si vous ratez le TD demain et que vous travaillez chez vous, c'est pas si grave.
Voilà. Donc c'est pas pour rien. Mais si vous voulez vous entraîner et que vous êtes motivé, ça sera avec plaisir. Voilà. C'est tout.